Sur la ligne épisode 15. Bonjour Nicolas Richard, comment ça va? Ça va extrêmement bien, pareillement Alex. Nicolas, ça va bien, merci. Je dois te féliciter parce que tu as remporté les deux poules de Roland-Garros masculin et féminin devant moi, Paul Rivard et Hugues Léger. Alors, félicitations. Tu n'avais aucune bonne prédiction, mais tu en avais plus que nous de bonnes. C'est ça l'affaire. Je suis le moins pire, en fait. Je ne suis pas nécessairement le meilleur, je suis le moins pire. Mais quand même, tu avais Kenin. Après ça, quand on a refait les choix, tu avais mentionné que tu voyais peut-être Kenin gagnante. Tu allais quand même atteint la finale. Ouais. Puis Djokovic Nadal, c'est un peu prévisible, mais bon. Ouais, ben d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui de Roland-Garros. On va revenir sur les hommes et les femmes. On va parler aussi de Félix Auger-Aliassime qui se lance dans la politique du tennis. Et puis Ben Rothenberg a posé une question, à savoir qui des 4 dernières championnes de Grand Chelem sera peut-être la joueuse la plus dominante dans les prochaines années. On va tenter de répondre à ça. Oui. Mais avant tout, Nicolas, es-tu prêt? C'est parti. Bien fait, cette petite intro-là, quand même. C'est pas trop mal. C'est de la belle et bonne qualité. Continues-tu de l'écouter chaque soir avant de te coucher? Et le matin aussi en me réveillant, ça me stimule, ça part ma journée du bon pied. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Nico, Roland-Garros est terminé. On a assisté à un tournoi quand même spectaculaire. Ouais. Et je dirais, même si Nadal l'a emporté, je dirais surprenant. Et peut-être le thème qui aura marqué ce Roland-Garros 2020. Toi, c'est quoi ton analyse générale de ce tournoi-là? Ben, moi aussi, j'ai été surpris de la tournure des événements. Comme tu l'as dit, c'est pas tant le fait que Nadal l'ait emporté, mais c'est la manière dont il l'a fait. Il me semble, sauf erreur, que personne dans notre pool avait mis Nadal gagnant. Aucune personne. C'est quand même un bon indice de ce qu'on avance, dans la mesure où ne pas mettre Nadal gagnant dans un pool de Roland-Garros, c'est déjà assez particulier, mais qu'il le fasse et qu'on soit surpris qu'il l'ait remporté de cette manière, je pense que ça en dit long sur le tournoi qu'on vient de vivre. Ben moi, je ne le voyais pas gagnant parce que, bon, il avait Dominic Thiem dans sa partie de tableau, Dominic Thiem qui arrivait de gagner US Open. On se disait, bon, c'est un joueur qui arrive à maturité. Je ne pense pas qu'il va passer Dominic Thiem. Et en plus, à Rome, il avait été correct sans plus. Il avait fait les quarts de finale, il avait joué 3 matchs, mais ça n'avait pas été nécessairement une performance hyper convaincante. Donc, ouais, oui. Moi, c'est pour ça que je le voyais pas nécessairement gagnant, Rafael Nadal. Alors, c'est pour ça que pour moi, surprenant est le terme, mais c'est encore d'autant plus surprenant de voir comment il n'a absolument pas été embêté tout le long du tournoi. Je veux dire, il a fait passer Novak Djokovic pour un enfant d'école. Ben, littéralement, puis tu as dit Thiem, ben, c'est bien de nommer Novak aussi. Novak, qui était le meilleur joueur depuis le début du retour. C'était l'homme à battre à Roland-Garros, du moins c'est ce que je croyais, beaucoup de gens croyaient aussi. Tu l'as dit aussi, la finale, ça a été une balade dans le parc pour Nadal. Alors, on s'attendait à une grande finale, une de ces finales épiques de ce trio du Big Three. Tu sais, à chaque fois que ces 3 gars-là s'affrontent en finale de Grand Chelem, c'est toujours spectaculaire. Mais là, on dirait que Novak n'était pas l'ombre de lui-même, du moins de ce qu'il nous avait montré depuis le début du retour. 6-0 le premier set. C'est le genre de match en partant où tu savais que ça allait être seulement d'un côté puis qu'il fallait seulement faire les points parce que Nadal allait l'emporter. Mais Novak, je ne sais pas si c'est Nadal qui a été extrêmement mauvais ou Nadal qui a été extrêmement bon. Comprends-tu ma question? Ouais, ben Novak, il a dit qu'à l'échauffement, déjà, il ne se sentait pas bien, il ne se sentait pas 100% à l'aise. Alors peut-être qu'il y a un petit malaise, peut-être une petite blessure, mais il reste qu'il avait tellement bien joué depuis le début depuis le début de l'année, avant même la pandémie et après la pandémie, ça s'est poursuivi. Ça n'avait pas été sa disqualification, il aurait peut-être gagné le US Open. Alors, mais j'étais surpris. Surtout du deuxième set, parce que à 6-0, je peux comprendre Novak, c'est un bouillant, c'est un gars qui veut gagner, c'est un gars qui est très émotif aussi sur le terrain. Donc, peut-être qu'à 4-5-0, il s'est dit, on va
terminer ce set-là, puis on revient en force pour le set suivant. Tu sais, Novak, c'est un guerrier, là, c'est un gars qui peut jouer extrêmement longtemps puis qui a des matchs d'anthologie, Novak. Là. Mais non, à 6-2, Nadal vient clouer un peu plus le cercueil de Djokovic. 6-0, 6-2, 7-5. Djoko s'est mieux battu, mais je pense que Nadal aussi était plus détendu, prenait moins de risques. Mais ça m'a étonné à quel point ça a été dans un seul sens. Ça surprend aussi beaucoup de monde, je pense, parce que de ce que je lisais sur les réseaux sociaux, c'est une finale décevante. Là. La finale des filles était beaucoup plus, à mon avis, là, divertissante et pertinente, à mon humble avis. Bah, moi, jamais. Tu m'aurais dit Nadal va faire un 6-0 puis il va sortir Djokovic en 3-7. Je t'aurais dit, tu gages combien? Jamais. Non, je n'aurais pas gagné. Je t'aurais donné du 5, 6, 7, 8. Je t'aurais donné du 10 pour 1, je pense. Puis j'aurais fait le pari. Non, jamais j'aurais pensé qu'il aurait été aussi bon tout le long du tournoi. Et ça en dit long sur l'athlète qu'il est, sur la légende qu'il est. Et puis là, il rejoint Federer avec 20 titres Grand Chelem. Pour certains, ça relance le débat. Qui est le plus grand de l'histoire. On va le faire, ce débat-là, Nico. Ça viendra. On s'est dit qu'on voulait se garder peut-être un petit peu plus de temps, à pas squeezer ça entre deux sujets. On va le refaire, ce débat-là. Et puis, je sais que toi, tu es un pro Federer. On se trouvera un pro Nadal. Puis moi, j'agirai peut-être à titre de modérateur. Ne veut pas dire que je suis pro Federer, que je suis anti-Nadal non plus. Il faut quand même reconnaître l'excellence de ce gars-là puis ce qu'il a fait sur le terrain. C'est absolument phénoménal. Puis notamment, je pense que ça en dit long parce que, tu sais, je me suis aussi dit, à 6-0, dans n'importe quel autre tournoi, peut-être que Novak aurait pu mieux revenir. Mais je pense qu'à 6-0, sachant le fait que Nadal est pratiquement imbattable à Roland-Garros, c'est sûr que ça a aussi joué dans sa tête. Parce que si, par exemple, tu perds un 6-0 à Miami, ben, tu te dis, OK, bon, mais je peux revenir. Mais la 6-0, quand Nadal est dans sa bulle à Roland-Garros, c'est pratiquement impossible de l'arrêter. Puis je suis convaincu que ça joue sur le mental de Djokovic. Possible. Et ce qui est incroyable dans le cas de Nadal, 13 titres Grand Chelem dans un même tournoi, prendre des choses, je ne suis pas sûr qu'on va revoir ça. Déjà à 7-8 pour Wimbledon, pour Nadal, pour Federer, je me disais, waouh, c'est spectaculaire. 13 titres du Grand Chelem dans un même tournoi, je ne suis pas sûr qu'on va revoir ça. Et lui, il l'a fait avec Djokovic dans les pattes. Il l'a fait avec Federer dans les pattes. Il l'a fait avec un Andy Murray dans les pattes. Alors, il l'a fait à l'ère la plus compétitive de l'histoire du tennis. Et pour ça, pour moi, c'est un exploit qui est plus que phénoménal. C'est légendaire. C'est même pas historique. C'est trouve un mot plus important que ça. Un 13e titre. Et puis, de la façon dont il joue, c'est même pas exclu qu'il en fasse 14-15, tu sais. Ouais, ben, oui, mais tu l'as dit, je ne veux pas aller dans le débat immédiatement, le Federer-Nadal, mais je pense que si on compare les deux au même échelon, c'est-à-dire 20 titres Grand Chelem, je pense que les 20 de Federer sont plus significatifs dans la mesure où il a montré plus de polyvalence. Oui, 13 dans un même Grand Chelem, ce ne sera jamais refait, mais pour moi, ça a plus de valeur l'emporter un peu partout que de le faire en très grande majorité au même endroit. Mais ça viendra dans le débat un jour. Wow, on en reparlera parce que les pros Nadal vont dire que Nadal a été plus blessé que Federer dans sa carrière et qu'il aura peut-être moins joué moins d'opportunités de Grand Chelem et de victoires de Grand Chelem. Alors, mais effectivement, on fera pas le débat là, mais moi, je voulais juste mettre en lumière que 13 titres Grand Chelem, on verra pas ça. Et surtout, c'est sûr. Et surtout qu'il l'a fait à l'ère la plus compétitive du tennis. À l'époque, il y a beaucoup de monde peut-être qui ne jouait pas tous les tournois en Australie. Il y a peut-être 30 ans, là, les meilleurs joueurs n'allaient pas toujours en Australie, alors que aujourd'hui, tous les joueurs font tous les tournois du Grand Chelem et c'est de loin l'ère la plus compétitive, en tout cas du moins chez les hommes. Et puis, chez les femmes, on a eu aussi une victoire surprenante. Ça, c'est indéniable. Toi, tu penses quoi de cette victoire-là de Swiatek? Ben, c'est tout aussi historique. Mais avant de parler des filles, Alex, je peux juste faire une petite mise à jour sur le classement des messieurs. Djoko qui reste premier, Nadal qui est deuxième, Shapovalov qui perd un rang qui est rendu 12e. Raonic toujours 21e, Félix 22e et bon de 82 places pour Sébastien Corda. Ce sera tout. Tu voulais en parler, hein? Tu voulais en parler. Quand même 131e, quand même. Gardez un œil dessus, je vous le dis. Mais bon, pour revenir à Swiatek,
Est-ce que tu vas-tu avec le W prononcé W ou en V? Parce que certains sites français, ils y allaient Sviatek. Je ne sais pas comment tu veux l'aborder. Il faudrait lui demander, ça c'est toujours l'éternel débat. Ouais. Okay? Ça, c'est le débat. Doit-on prononcer dans la langue d'origine, dans l'adaptation de la langue parlée où c'est diffusé, ou est-ce qu'on doit y aller avec la volonté de l'athlète même? Alors moi, je suis un assez grand partisan de faisons-le avec la volonté de l'athlète même. Alors, si jamais on la croise au stade IGA, on demandera à IGA de nous dire comment est-ce qu'elle prononce son nom, son prénom et son nom de famille. Mais oui, pour revenir à ta question, appelons-la IGA pour le moment, là, qui a été phénoménale, puis tellement souvent dans l'histoire, que ce soit du tennis, que ce soit dans le golf ou dans n'importe quel sport individuel, lorsqu'une athlète est en confiance, puis tu sais, les underdogs, les wild cards, disons les improbables, on a toujours un petit parti pris pour ces athlètes-là parce qu'on se dit, hey, c'est tellement beau de les voir aller quand tu ne pensais pas gagner, te rendre jusqu'au bout. C'est sûr que dans sa tête, elle se disait que je me rendais en finale, mais de manière réaliste, je pense pas qu'il y avait grand monde qui l'avait mise en finale. Mais bon, parcours sublime. Ça me brise un peu le cœur qu'elle ait défait Kenin en finale parce que c'est une joueuse que j'aime beaucoup. Puis je l'avais prédit dans notre deuxième pool. Mais tout ça étant dit, ce sera un tournoi historique, on va se rappeler longtemps. 19 ans, la première Polonaise à l'emporter dans un tournoi du Grand Chelem. 6-4, 6-1. Elle a défait Kenin assez aisément, disons-le. Non, j'étais hyper content. Puis tu as vu le sourire sur le visage de Iga. C'était un moment fantastique. Ouais, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle était la fille la moins bien classée depuis 1975 à remporter le tournoi de Roland Garros. Alors, tu sais, c'est spectaculaire, là. C'est vraiment, tu sais, c'est une performance que personne n'attend, puis c'est pour ça qu'on... Tu sais, je le dis souvent, mais c'est pour ça qu'on écoute les matchs, c'est pour ça qu'on les regarde, c'est qu'on ne sait pas qui va gagner d'avance. Si on le savait, on n'aurait pas besoin d'écouter. Et ces performances-là, ben, ça nous rappelle pourquoi c'est important de s'asseoir devant son téléviseur et de regarder les matchs. Et d'autant plus, je pense, parce que Iga, bon, je la connaissais pas plus qu'il faut. Si on la voyait dans le classement, mais mis à part ça, c'était assez mince comme connaissance. Et de ce que je lisais sur certains sites encore plus spécialisés en tennis, Iga, elle avait un avenir très prometteur. Elle ne sort pas de nulle part, mais disons, dans sa progression, elle est arrivée à une étape beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu s'attendre, dans la mesure où certains la voyaient dans l'élite mondiale, mais pas à ce point-ci, surtout pas remporter un grand chelem à 19 ans. Donc, est-ce que c'est un feu de paille? Je ne croirais pas, parce qu'à la qualité de jeu qu'elle a eue et les joueurs qu'elle a battu, je pense que tu ne peux pas battre ces joueuses-là et jouer de la sorte si tu n'as pas un réel talent, un réel potentiel. Reste à voir maintenant si elle pourra faire son chemin vers le sommet de l'élite mondiale. C'est une histoire qui me fait penser un peu à Ostapenko. Je l'avais dit avant à notre épisode de mi-tournoi. Et on verra. Ostapenko, elle reste quand même une bonne joueuse, mais elle n'est pas devenue la joueuse peut-être dominante qu'on aurait attendue il y a quelques années. Et pendant que je regarde ça, je m'aperçois que je t'ai menti, Nico. Là, c'est la deuxième moins bien classée depuis 1975 au moment où on est installé. Ouais, c'est une performance qui est complètement hallucinante. Là. C'est ça, il y a nul doute avec 54, mais je pense qu'il y a quelqu'un ici, Florentina, qui était 56e, mais c'est quand même une performance complètement hallucinante. Là. Ouais. Puis surtout battre Kenin dans cette année-ci, on en reparlera plus tard, là, mais de l'année de Kenin, mais quand même, c'est tout un exploit, là, parce que la manière dont elle avait joué, notamment contre Kvitova, Sofia Kenin, elle était, en tout cas, je dirais, peut-être pas de loin, mais la favorite pour cette finale-là. Et Iga l'a tassé comme si ça avait l'air simple. Ben non, mais elle était, moi je vais y aller avec le de loin, elle était vraiment favorite et de loin. Je veux dire, quand tu regardes le classement des deux joueuses, c'est même pas comparable. Et ce qui est phénoménal dans la performance de Swiatek, c'est aussi quand on regarde son tableau, parce qu'elle avait quand même pas un tableau si facile que ça. Bon, tu sais, Vondrousova, c'est une finaliste à Roland-Garros, elle devait l'avoir au premier tour. Moi, j'étais sûr que Vondrousova allait la battre au premier tour. Alors, c'est défait de Vondrousova, c'est défait d'Eugénie Bouchard, qui est une des joueuses de l'heure sur le circuit. Et en passant, ça relativise peut-être la défaite d'Eugénie, parce que finalement, elle perd contre la championne du tournoi. Toujours un plus.
qui est toujours un plus parce que si jamais, bon, elle avait affronté une autre joueuse, peut-être qu'elle elle serait allée encore plus loin, peut-être un ou deux tours plus loin, qui sait. Et puis, bon, pour en revenir à Swiatek, après ça, elle bat Simona Halep, qui est l'ancienne numéro 1 mondiale, qui est une championne de ce tournoi-là. Alors, tu sais, elle n'avait pas un tournoi facile, puis Kenin en finale, ben. Mais il faut dire quand même qu'Alep n'était pas à son meilleur non plus lors de ce match-là. 6-1, 6-2 en seulement 1 heure. J'aurais aimé voir Alep. J'aurais aimé voir les deux joueurs s'affronter avec une Alep en pleine possession de ses moyens. Je ne sais pas si c'était une blessure, je ne sais pas si c'était quoi que ce soit, mais il faut quand même dire, sans discréditer la victoire de Swiatek, il faut dire qu'Alep n'était pas son meilleur. Ça n'enlève rien à sa victoire, mais il faut quand même le souligner parce qu'Alep, c'est quand même, tu l'as dit, une championne Grand Chelem, numéro 1 mondial et une fille qui adore jouer à Roland Garros. Non, exact. Puis c'est quand même une fille qui venait de gagner le tournoi préparatoire à Roland Garros tout juste avant. Alors, c'est une performance qui est complètement hallucinante. Je pense que c'est une des performances qui va passer à l'histoire assurément pour Roland Garros et pour Swiatek comme tel. Et ce qui est intéressant du côté de Kenin, ben, c'est qu'elle a eu un parcours beaucoup plus facile. Hein? Pas beaucoup de grands noms à part Kvitova dans son tableau de son côté. J'ai une question pour toi, Alex. Est-ce que ça vient comme ça? Est-ce que pour toi, cette victoire-là est plus grande pour le tennis polonais que la victoire de Bianca pour le tennis canadien? J'ai pas une assez grande connaissance du tennis polonais pour pouvoir répondre adéquatement à ta question. Je pense qu'elle est toutefois plus surprenante. Mm-hmm. Ouais, parce que les Canadiens, ça fait quand même déjà quelques années qu'on en parle, qu'on les voit venir. Si tu m'avais dit du côté des Italiens peut-être ou des Américaines ou des Russes, ouais, mais effectivement du côté polonais, c'est peut-être plus surprenant. Donc en termes d'impact tennis, peut-être, oui. Peut-être. J'ai hâte de voir les répercussions parce que tu l'as dit, le tennis canadien, c'était déjà là. On attendait juste de voir qui allait remporter le premier Grand Chelem. C'était Bianca, Denis, Félix. Mais du côté polonais, je ne sais pas si ça va inspirer une nouvelle génération de jeunes joueurs et joueuses à jouer. Parce que le tennis canadien, on est là. On fait partie de l'élite mondiale déjà et c'est une certitude, on est là. Tandis que les Polonais, les Polonaises, c'est moins ça. Donc, j'ai hâte de voir quelles seront les répercussions. Parce que si un jour elle devient numéro 1, 2, 3 mondial, c'est là que ça peut changer la donne. Non, ben exact. Et ça devient... non, effectivement, c'est peut-être plus surprenant. Enfin, je n'ai pas une assez grande connaissance du tennis polonais pour répondre adéquatement à ta question, mais il reste que ouais. C'est certainement une des plus grandes victoires, en tout cas, de l'histoire. Et mise à jour classement, Alex, si tu le veux, Ashley Barty qui demeure numéro 1 mondial, elle qui n'a pas énormément joué depuis le début du retour au jeu. Kenin qui est rendu 4e, qui fait un bond de 2 places. Bianca qui demeure avec sa 7e place, mais elle est mieux de jouer bientôt parce que je pense qu'elle va bientôt dégringoler si elle ne se remet pas dans la partie rapidement. Swiatek est rendu 17e mondial, bond de 37 places. Leila, superbe performance à Roland Garros aussi, 89e, bond de 11 places. Et Eugénie qui continue son ascension vers le sommet de la WTA avec un bond de 28 places, elle qui est maintenant au 140e rang. Oui, mais du côté des Canadiennes, c'est une méchante belle performance malgré tout. Eugénie, un troisième tour en Grand Chelem, ça a beaucoup de sens. Et puis, bon, pour Leila aussi, à son jeune âge, avoir des performances de ce genre-là. Puis, bon, on en parlait tantôt, Eugénie, le fait de perdre contre la championne, je trouve que ça relativise sa défaite d'une certaine manière parce que peut-être qu'elle aurait pu aller encore plus loin et nous surprendre une fois de plus. Ben oui, puis j'aurais aimé voir. En tout cas, on sait que en tout cas, ce serait un peu prétentieux de dire qu'on le sait, mais on pense que c'est de bon augure pour Eugénie. Suffit maintenant qu'elle continue sur cette voie-là parce que cette ascension-là, est-ce qu'Eugénie peut percer le top 100 d'ici l'année 2021? Je pense pas. Mais est-ce qu'elle pourra le faire la saison prochaine? À mon avis, c'est une certitude. Puis j'ai hâte de voir si cette belle progression-là peut aboutir à quelque chose de bien pour Eugénie. Tu penses pas pour quelle raison? Ben, parce qu'il y a il va avoir... pas si loin, là. Ben, pas si loin, évidemment, 140e, mais il faut que tu prennes en considération qu'avec Eugénie ces dernières années, la constance, c'est pas ce qui a fait sa marque de commerce. Il reste de moins en moins de tournois aussi.
Puis avec la pandémie, est-ce que des tournois seront annulés? C'est pour ça, c'est tous ces indicateurs-là qui me font douter de la percée du top 100. Mais si tu vois ça, disons, à moyen terme, je pense qu'en 2021, Eugénie perce le top 100 et remporte 2 grands chelems. Moi, je suis d'accord avec toi, juste parce qu'on ne sait pas combien de tournois vont se tenir, mais à la vitesse où elle gagne présentement, moi, si tous les tournois étaient à l'horaire, j'aurais été prête à mouiller et me dire qu'elle aurait été de retour dans le top 100. Mais là, on verra. C'est difficile à prévoir parce que, bon, tous les tournois, bon, on ne sait même pas s'ils vont jouer. Regarde, là, à Saint-Pétersbourg, présentement, il y a 3 Canadiens, mais il y a eu des cas de COVID. Alors, combien elle va décider d'en jouer aussi? Ben, ça c'est l'autre chose. D'ailleurs, Milos qui a gagné aujourd'hui à Saint-Pétersbourg et Vachek, lui, qui a perdu, mais il jouait contre Roublev, une performance légitime, un 6-2, 6-4 contre Roublev. Si tu veux, Alex, prends un post-it, je te donne cette prédiction. 2021, Eugénie perce le top 100, remporte Wimbledon, la Coupe Rogers et le US Open. OK, attends une minute. Tu vas me refaire ça. Parce que je vais te mettre un écran puis je vais m'assurer qu'on voit toutes tes informations avec ton Twitter. Tu vas me répéter ça parce que je vais le sortir. En 2021, Eugénie Bouchard remportera Wimbledon, la Coupe Rogers et le US Open, en plus de percer le top 100 et qui sait le top 30. Voilà, c'est dit. Vous l'aurez appris. C'est dit. Si, en premier. Je ne veux pas influencer les gens à perdre de l'argent, mais si vous aviez une petite épargne à mettre de côté. Fais-nous une prédiction, là. Eugénie, elle va être où d'ici la fin de l'année en termes de classement? D'ici Noël, mettons, là? D'ici janvier 2021. Le 31 décembre, Eugénie sera 122e. C'est dit. Mais tu sais, si dans un gros tournoi, elle fait bien, là, dans les gros tournois qui restent, c'est la fin de saison, s'ils sont joués, elle pourrait dépasser ça. Mais 122e est un classement qui me semble tout à fait raisonnable. Ce qui me fait peur aussi, c'est pas qui me fait peur, mais qu'est-ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est le fait que le classement féminin change tout le temps. En fait, là, c'est beaucoup moins stable que l'ATP. Donc, c'est plus ça là, qui me fait hésiter parce que autant tu peux faire un bond monumental, autant tu peux retomber aussi vite. C'est pour ça que là, Eugénie a fait un bond de 28 places. Bon, ben peut-être que dans 2 semaines, elle pourra descendre de 16 places. Fait que c'est ça qui me bug un peu, mais bon, l'avenir est beau, le soleil brille et Eugénie a été aperçue dans les cafés de Pittsburgh, mais ça, c'est pas dans notre domaine d'expertise. On n'est pas un podcast de gossip, Nicolas. On n'est pas commencé par TMZ. Tu feras ça. C'est quoi ton show de radio, Sportivement Vôtre? Oui. Sportivement Vôtre, la rubrique potin et potinage. Bon, en avez-vous une, pour vrai? Non. On essaie de garder une certaine crédibilité, mais non, mais en tout cas, ça, c'est aller voir sur les sites HoloPQ. Maintenant, nouveau conseil, puis ça, c'est intéressant, vraiment intéressant, puis j'avais d'en parler avec toi. Nouveau conseil de l'ATP qui a été formé aujourd'hui même, mardi. On sait que le mois dernier, c'est-tu le mois dernier, il y a quelques semaines, du moins, Djokovic et Pospisil ont été les ambassadeurs d'un nouveau mouvement, les porte-étendards d'une nouvelle association des joueurs qui se dissocie de l'ATP. Et donc, Djokovic étant le président, il fallait en élire un nouveau. Et c'est le Sud-Africain Kevin Anderson qui a été élu par les autres joueurs comme étant le nouveau représentant des joueurs de l'ATP dans ce conseil-là qui représente les joueurs. Et c'est une superbe surprise de voir que les autres joueurs, les autres membres ont élu de nouveaux membres. Donc, Félix Auger-Aliassime, qui devient maintenant membre au conseil, qui aura une chaise et qui pourrait exprimer les volontés de ses pairs. Le Français Jérémy Chardy, l'Australien John Millman et le vétéran Andy Murray qui siègent maintenant au conseil de l'ATP. Ah, c'est intéressant ça parce que, bon, justement, Vachek, lui, il avait quitté le conseil. Ouais, pour aller rejoindre l'espèce de conseil parallèle créé par Novak Djokovic. Et
je me demande s'ils se sont parlé, faudrait lui demander, mais à savoir, bon, ben pourquoi Vachek, lui, il a décidé de quitter, les deux se connaissent, les deux sont des amis, et pourquoi, ben lui, Félix a décidé d'y aller. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même très jeune, Félix. Est-ce que c'est pas un peu prématuré pour être sur le conseil? Je ne sais pas, il faudrait lui demander, mais en même temps, c'est toujours intéressant d'avoir un œil peut-être nouveau. Toi, t'en penses quoi? Ben, c'est aussi ce que j'allais dire. Je pense qu'il fallait dans ce nouveau conseil-là un membre de la Next Gen, donc ces nouveaux joueurs qui seront les stars de demain. Je pense que ça en prenait un qui avait un impact tant sur le terrain que dans le monde tennistique, parce que Félix, c'est un gars qui est de plus en plus suivi, notamment sur Instagram, Twitter, les plateformes de réseaux sociaux. Je pense que c'est un bon choix, Félix, aussi, parce que c'est un gars, pour son jeune âge, qui est brillant et articulé, il est vaillant, il est extrêmement débrouillard aussi. On l'a vu notamment dans différentes entrevues, tout le monde en parle, notamment où il s'est révélé à une nation en entier. On s'est dit, waouh, ce gars-là est vraiment l'avenir du tennis, puis c'est aussi peut-être notre nouveau Laurent Duvernay-Tardif, dans la mesure où c'est un gars qui paraît extrêmement bien puis qui fait bonne impression. Donc, pour ces qualités-là, je pense que Félix, c'est un bon choix pour être le représentant de cette nouvelle génération, mais je pense aussi que c'est une belle tape dans le dos des autres joueurs de dire, on a confiance en toi, tu fais maintenant partie des nôtres, tu seras dans l'élite mondiale, puis on croit en toi, puis merci de nous représenter. Je pense que c'est plus ça pour lui qui est gratifiant de se faire dire par les autres joueurs, les autres membres du conseil, on croit en toi. Ben, certainement. Et tu fais bien de relever que c'est tellement un jeune homme qui est mature, qui s'exprime bien et peut-être qu'il sera un représentant très intéressant. J'ai hâte de voir, moi, qu'est-ce qui va se passer dans tout ce dossier-là, de cette espèce de resyndicalisation du tennis. Aussi, il y a toutes sortes d'autres problèmes à corriger à ce niveau-là, à savoir aussi pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas réunir les hommes et les femmes sous une même organisation et faciliter les communications et faciliter sur plein de plateformes les choses autant pour les joueurs que pour les partisans. Ça, c'est un autre dossier aussi. Mais c'est aussi de définir le rôle des membres, parce que ce qui faisait défaut, du moins de ce qu'ont soulevé Djokovic et Pospisil, c'est que les joueurs étaient mal représentés. C'était pas dans leur intérêt d'avoir une association affiliée avec l'ATP. Maintenant, c'est de voir est-ce que ce rôle-là va évoluer et si oui, quel sera le rôle des joueurs, parce que cette notion-là de conseil ou d'organisation syndicale est moins, je dirais, pas cohérente, mais parce que tu sais, dans la Ligue nationale ou dans la MLB ou dans la NBA, le partage des revenus est 50-50 et il y a un joueur pour chaque équipe. Mais tu peux pas comparer, par contre. Non, c'est ça, mais dans la mesure, regarde où je m'en vais, dans la mesure où les joueurs ont un rôle clair. Il faut que tu représentes les joueurs de ton équipe à l'association des joueurs lors des confrontations avec la Ligue, des négociations. Maintenant, l'ATP, il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent négocier, parce que dans les autres ligues professionnelles, c'est clair. C'est le partage de revenus d'abord et comment tu appelles ça, la convention collective avec certaines règles. Maintenant, dans l'ATP, à moins que je me trompe, il n'y a pas une convention collective claire. Donc, je pense que maintenant, c'est ça qui reste à voir. Quel sera le rôle des joueurs et comment ils pourront intervenir pour le sort des autres joueurs du circuit. Mais, en tout cas, je ne suis vraiment pas un spécialiste de ça. Là, et peut-être faudrait inviter des représentants de tournois et des représentants de joueurs éventuellement. Mais la grosse différence, c'est que les joueurs appartiennent pas à des équipes, appartiennent pas à une ligue, ils appartiennent pas à l'ATP. Et ce sont tous des entités indépendantes et les tournois ne sont pas non plus fédérés tous ensemble. C'est-à-dire que tu as comme l'ATP qui vient ou la WTA qui vient comme les lier tous ensemble, mais ce sont chacun des organismes indépendants différents. Certains sont à but lucratif, certains sont à but non lucratif. Alors, c'est compliqué parce que c'est comme il n'y a pas beaucoup de monde où tous les intérêts sont exactement similaires partout dans le monde. Tu sais. Bon, quand tu regardes la Coupe Rogers, par exemple, qui est un organisme à but non lucratif, tu sais, ça change la donne que si tu es un tournoi où tu veux faire de l'argent en Asie ou dans les pays du Moyen-Orient, par exemple. Tu sais. Oui, puis mais si je t'avance, mais je pense que la mission numéro 1 avec ce nouveau conseil-là, je pense que la tâche de Kevin Anderson, c'est de dire à l'ATP de s'asseoir, de dire
qu'est-ce que vous attendez de nous? Puis c'est à eux de dire qu'est-ce que vous attendez de nous maintenant en retour. Parce qu'il faut que la tâche, il faut que la mission et les objectifs soient clairs. C'est pas pour rien que Novak est parti. C'est pas pour rien que Pospisil est parti. C'est pas des, tu sais, Vachek, là, c'est pas un rebelle qui s'en va pour faire le trouble puis pour faire parler de lui, là. Ben non. Il y avait des bonnes raisons pour le faire. Maintenant, c'est de régler ces problèmes-là pour que l'unité dont a fait appel Federer et Nadal, on va leur dire, hey, les boys, peut-être faire recentrer, recréer une unité pour le meilleur de nos joueurs et des futures vedettes de ce sport, de notre sport. Je pense que maintenant, il faut s'asseoir puis se parler dans le blanc des yeux. Je pense que c'est juste ça. Puis à partir de là, viendront de nouvelles idées, de nouveaux objectifs, de nouvelles conclusions. Mais présentement, l'ATP est divisé. Puis plus que jamais, l'ATP a besoin d'être réuni, tu sais. Ben, en tout cas, c'était exactement ce qui était dans le communiqué de Tennis Canada quand ils ont réagi justement à cette création de ce nouveau syndicat par Novak Djokovic et Vachek, c'est-à-dire que le tennis a besoin d'une unité plus que jamais, surtout en temps de pandémie présentement. En tout cas, c'est un drôle de timing pour tous ces changements-là parce que il reste que c'est tellement une année qui n'est pas représentative, c'est tellement une année qui a pas rapport dans le monde du sport, dans le monde en général, point. Là. Alors, non, on verra. Et en tout cas, Félix, c'est certainement un candidat intéressant. Il est jeune, mais comme tu dis, c'est quelqu'un de très articulé, très intelligent, très brillant, on le sait depuis très longtemps, qui s'exprime très bien et c'est certainement un porte-étendard exceptionnel pour l'ATP, déjà à son âge. Ben oui, c'est un bel ambassadeur, puis je suis certain aussi que les autres joueurs de sa génération, comme Denis, comme Tsitsipas, comme Zverev, sont heureux d'avoir un gars comme lui pour les représenter. Parlant d'avenir du tennis, mon Nicolas, tu m'as envoyé ce tweet-là de Ben Rotherberg cette semaine, qui est un journaliste qui a son propre podcast de tennis. On devrait peut-être l'inviter. No Challenge Remaining, c'est son podcast. Je l'ai écouté à plusieurs reprises quand même, c'est très bon. Il collabore aussi avec le New York Times. Il posait cette question-là tout de suite après Roland Garros. Est-ce que qui de ces 4 dernières championnes de Grand Chelem a le plus bel avenir dans le domaine du tennis? Et c'est intéressant parce que les 4 dernières championnes de Grand Chelem sont tous des jeunes femmes dans la jeune vingtaine et même dans le cas de Swiatek, ben, c'est 19 ans. Alors, tu sais, on a souvent parlé de la nouvelle génération qui est arrivée dans le monde du tennis. Elle est arrivée chez les femmes, elle a pris le pouvoir. Chez les hommes, on attend encore qu'elles prennent le pouvoir. Ça s'en vient. Mais chez les femmes, quand on regarde les 4 dernières championnes de Grand Chelem, il est clair pour moi que la nouvelle génération, elle est arrivée, elle a pris le pouvoir. Et Layali, qui a été d'une déclaration incendiaire en ce doux samedi avec Noémie Not Mentally Tough. Oui, sans pitié pour une double championne de Grand Chelem, triple championne de Grand Chelem. Je serais curieux d'entendre ce que tu as à dire en premier, parce que j'ai un point de vue, mais d'abord, je veux entendre le tien pour... Tu veux un nom ou tu veux un argument? Je veux les deux. OK. Pour moi, la question est intéressante pour poser sur Twitter à plein de partisans. Maintenant, quand tu réfléchis un peu plus spécifiquement à la question, pour moi, c'est un petit peu tôt pour répondre à cette question-là. Celle pour laquelle on a le plus d'éléments pour répondre, c'est Osaka. Mais peut-être que Swiatek va remporter les 6 prochains Grands Chelems et que ça changera. Peut-être que Kenin va remporter 3 des 4 prochains Grands Chelems. Peut-être qu'Andreescu en santé va remporter 4 Grands Chelems de suite. Je ne le sais pas. Regarde, pour l'instant, avec les informations que j'ai, moi, je vais y aller avec Naomi Osaka. C'est une fille qui, elle a gagné 2 US Open, elle a gagné en Australie, elle a c'est le visage présentement de la WTA à 22 ans. Alors, pour moi, je pense que pour l'instant, ce serait elle, mais il reste que c'est un petit peu tôt pour répondre à cette question-là. Quoique intéressante, mais pour répondre spécifiquement, c'est un peu tôt. Toi, tu penses quoi de ça? Ben, moi, j'ai été d'abord par, pas élimination, mais je dirais que Swiatek, je pense que l'échantillon est trop petit pour la mettre dans la même classe que les 3 autres joueuses qui sont vraiment établies. Donc, je l'ai éliminé au départ. Si tu m'avais posé cette question-là l'an dernier,
je t'aurais dit Bianca. Mais vu qu'elle n'a pas joué, vu que sa blessure traîne, ça m'inquiète. Puis je me demande si elle pourra revenir au niveau de compétition qu'elle avait lorsqu'elle a remporté son grand chelem. Mais bon, l'année folle qu'elle a eue l'an dernier. Donc, j'ai tassé Bianca. Maintenant, si tu m'avais posé la question au début du retour, là, ou même avant la pandémie, je t'aurais sûrement dit Naomi Osaka. Mais je me suis intéressé au cas de Kenin, parce qu'il ne faut pas la sous-estimer. Et je t'explique pourquoi, Alex. Okay? Sors ton papier, ton crayon, ton exutoire, ton efface. Stedler. Honnêtement, j'aurais parié que ça aurait été ton choix. Mais vas-y. J'ai pas de réponse définitive, mais on va réfléchir à voix haute, puis on va faire l'exercice de comparer les stats, parce que les stats ne font pas foi de tout, mais je pense que c'est un bon indicateur. Veux-tu que je les sorte? Non, j'ai tout fait ça. J'ai tout fait ça. Mais pour nos auditeurs sur YouTube, je vais la sortir, OK? Ça peut être ça aussi. Bon. Osaka, 22 ans. Elle aura 23 le 16 octobre. Donc, probablement à la sortie de notre podcast. Kenin. Une blague à l'interne. 21 ans. Donc, il y a une petite différence ici. Donc, Kenin, plus jeune. Aux apparences, elle a parlé de ça, mais 1 an plus jeune pour Kenin. À 22 ans, 23, Osaka a 6 titres. Kenin en a 5. Donc, comparable. Osaka, 233 victoires, 133 défaites, pour un taux d'efficacité de 64%. Kenin, 214 victoires, 120 défaites, pour un taux d'efficacité aussi de 64%. Donc, en partant, je pense que les deux peuvent être mises dans la même classe. Je pense que rapidement, on tasse Kenin, mais je vous explique pourquoi il faut la considérer. Donc, de ce que je viens de vous donner, je pense que les deux se comparent extrêmement bien. Maintenant, en carrière, Osaka, 6 titres. Kenin, 5 titres. Et je vous rappelle que Kenin a 1 an de différence avec Osaka. 4 finales pour Osaka, 1 finale pour Kenin, mais le taux d'efficacité de Kenin est meilleur parce qu'elle a remporté 83% des finales qu'elle a disputées, tandis que Osaka, c'est 67%. Donc, petit avantage pour Kenin de ce côté-ci. En Grand Chelem, Osaka a 3 titres, Kenin, 1 titre et 1 finale. Donc, en 17 Grands Chelems disputés, j'ai calculé qu'un bon tournoi pour ces joueurs-là est un quart de finale et en montant. Ça, c'est mon indice. Appelons-le l'indice Nico. C'est l'indice Nico de la comptabilité du talent. Donc, en 17 Grands Chelems, Kenin, Osaka, 5 quarts de finale et plus, pour un taux d'efficacité de 29%. Donc, dans 29% des Grands Chelems qu'elle dispute, Osaka se rend minimalement en quart de finale. Le même exercice avec Kenin, 14 Grands Chelems, 4 fois en quart de finale et plus, pour un taux d'efficacité aussi de 29%. Donc, la statistique est la même. Donc, je vous rappelle qu'on garde toujours Kenin et Osaka dans la même classe. Maintenant, en Grand Chelem, on demeure dans les Grands Chelems, qui sont les tournois indicateurs d'une carrière souvent. 46 victoires, 14 défaites pour Osaka, taux d'efficacité de 77%. 27-13, 68% pour Kenin, donc c'est aussi très près. Donc, ça, c'était la fin de mon exposé. Merci, monsieur le professeur. Élève suivant. Je reste quand même en vous disant que sur le plan statistique, les deux joueurs sont comparables. Et on suit, toi et moi, le tennis. Et j'étais loin de me douter que les deux joueurs avaient des statistiques similaires. Dans ma tête, là, Osaka était de loin supérieur à Kenin. Mais là, je viens de vous dire que ce n'est pas le cas avec les stats que je vous ai donnés. Maintenant, Osaka, elle a 21 ans, 2 Grands Chelems. Kenin, 1 victoire et 1 finale au même âge. Donc, à 21 ans, les deux filles Chelem. Maintenant, évidemment qu'Osaka, à mon avis, c'est elle qui a le talent le plus pur. Depuis qu'elle est arrivée sur le circuit, on dit qu'elle sera la meilleure joueuse au monde et ça va sûrement être le cas. Donc, je pense que sur ce point-là, victoire Osaka. Mais au long terme, et c'est là que j'arrive à la conclusion de ta question, à donner la réponse, je pense que Kenin va ramasser plus de titres. À l'usure, elle est de tous les combats. Je pense qu'elle est plus polyvalente sur toutes les surfaces. Elle est plus battante. Je crois que Osaka a un meilleur caractère. Elle va jouer plus de tournois aussi, je le pense.
Donc, au bout de la ligne, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Kenin de l'équation. L'échantillon est peut-être plus petit, mais il est plus parlant. Je pense que Kenin était plus performante au même stade. Et Osaka a déjà plus d'expérience, quand même 1 an, c'est pas négligeable sur les circuits. Et Kenin a réussi à faire en 2 ans, presque en 2 ans, ce qu'a réussi à faire Osaka en 3 ans. C'est pour ça que je pense qu'à long terme, Kenin aura la meilleure carrière. Ouais. C'est peut-être moi qui, surévalue la force de gagner un Grand Chelem, mais je pense qu'avec 3 titres Grand Chelem à 22 ans, oui. Même si les deux se comparent, et tu vas me dire Kenin, elle est allée en finale à Roland-Garros, c'est vrai, mais Osaka, elle a quand même, elle a des rondes des 16 à Roland-Garros et à Wimbledon, mais elle a quand même 3 titres Grand Chelem déjà. Bien sûr. Pour moi, c'est comme la stat qui fait pencher la balance, tu sais. Tout ça pour détruire 2 heures de recherche. Non, mais je savais que tu allais là aussi, puis ça se vaut extrêmement bien parce que c'est comme au hockey, tu compares la Coupe Stanley, tu t'en fous du nombre de matchs joués, des buts, etc. Je suis d'accord avec toi que, pareil comme au golf, c'est les championnats majeurs qui font la différence au bout de la ligne lorsque tu compares les carrières. Mais, et peut-être que c'est surévalué, mais pour moi, c'est tellement un indicateur. Ça demeure l'objectif ultime. C'est de gagner un Grand Chelem, ça demeure ça, puis ce sera toujours. Mais je pense que ce que je veux qu'on retienne de cet exercice-là, c'est qu'il ne faut pas écarter Kenin aussi tôt dans l'équation parce que lorsqu'on les compare attentivement, le parcours des deux joueurs est extrêmement similaire et sur le plan statistique, les deux se comparent de bout en bout. Donc, c'est pour ça que moi aussi, quand j'ai vu la question, je disais, Osaka, c'est sûr, voyons, tellement de talent, c'est un talent pur. Elle est la tête d'affiche de tellement de compagnies, c'est la future Serena Williams, on la vend depuis des années. Puis là, tu as une fille Kenin qui fait son bout de chemin, qui joue ses tournois, qui remporte des titres ici et là, qui ne fait pas trop de vagues, qui se tient dans le 4e, 5e, 6e mondial, qui ne fait pas trop de remous, qui est assez tranquille sur les réseaux sociaux. Mais lorsque tu t'attardes à ce qu'elle a fait en profondeur, tabarouette, il ne faut pas la prendre à la légère, cette fille-là, parce qu'elle va remporter beaucoup de tournois, puis on va l'avoir joué beaucoup de tennis au cours des prochaines années. Est-ce que les deux noms qu'on a là, c'est la rivalité des 10 prochaines années dans le monde du tennis féminin? C'est une bonne question, ça, parce que je pense que oui. Mais là que tu poses, je vois le tableau que tu as mis à l'écran puis la photo des deux joueuses. Je pense qu'on va revoir ça souvent. Est-ce que c'est le nouveau Sharapova-Williams? Puis même, j'espère que ça va être meilleur que Sharapova-Williams parce que quand tu regardes Sharapova-Williams, il y a eu beaucoup de matchs, mais ça a été vraiment juste d'un côté, cette rivalité-là. Pour l'essentiel, oui, pour l'essentiel. Mais tu sais, est-ce que oui, c'est une bonne question, puis je pense que s'il y a un fond de vérité là-dedans, parce que oui, tu sais, honnêtement, comme je te dis, Bianca, on espère qu'elle revienne, mais je pense que ces deux filles-là ont pris l'ascendant sur Bianca, du moins à l'heure actuelle. Mais je vois pas qui d'autre pourrait percer ce top 2-là, tu sais. Bianca, ce qui est intéressant, c'est que dans une très courte période de temps, au-delà des blessures, elle a eu des performances complètement phénoménales. Tu ne gagnes pas Indian Wells par hasard, tu ne gagnes pas la Coupe Rogers par hasard et tu ne gagnes pas l'US Open par hasard. Alors, malgré ses blessures, elle a déjà démontré beaucoup. Si elle peut être en santé, je pense qu'elle va être dangereuse. Je ne pense pas que c'est un fit paille dans son cas. Ben, tu sais, malheureusement, on n'a pas le choix de se poser la question. Puis en tant que Canadien, on n'a pas le choix de penser à ce qui est arrivé à Eugénie. Tu sais, on disait tellement de bien d'elle, puis elle a fait tellement une grosse année en 2014, 2 finales Grand Chelem. Bon, elle n'est pas remportée, mais ça demeure quand même 2 finales Grand Chelem, une demi-finale. Puis on croyait qu'on allait voir Eugénie partout, là, dans l'élite mondiale tout le temps. Puis, bon, l'avenir étant ce qu'elle est, elle n'a pas réussi à livrer la marchandise. Maintenant, Bianca, je pense qu'elle a un plus grand talent qu'Eugénie, plus de caractère aussi. Mais il ne faut pas non plus oublier ce qui est arrivé avec notre première Canadienne. Tu sais. Puis je pense que ça nous revient tout le temps naturellement. Même je te trouve sévère en disant pas livrer la marchandise. Je veux dire, la fille, elle a été 5e mondiale. Oui, non, je sais, mais à partir de ça, maintenant qu'on a su, je veux dire, je suis un grand fan d'Eugénie, là, puis je ne dément pas ce qu'elle a fait, puis mon Dieu que ça avait été une belle année, là, puis on croyait, puis moi aussi, là, qu'elle allait rester là pour longtemps.
Mais en 2015, ça a commencé à s'écrouler pour elle, puis tout ce qui est arrivé par après n'était pas joyeux. Donc, tu sais, est-ce que l'année 2021 peut être l'année 2015 de Bianca, tu sais? C'est juste ça que je redoute. Comme je te dis, je pense pas que ça va arriver, là, parce qu'elle a un bon coach en Sylvain Bruno, puis elle a la capacité pour rester au sommet, mais il faut qu'elle le prouve, tu sais. Puis en ce moment, Osaka et Kanin me montrent beaucoup mieux que Bianca. Mais peu importe ce que Eugénie va faire, Bianca, écoute, à moins qu'elle gagne le Grand Chelem, Bianca, elle a déjà quand même accompli plus sur le plan tennis, du moins, que Eugénie peut l'avoir fait sur le terrain. Et ce qu'elle a fait, c'est très bien. Là, je veux dire, tu n'es pas finaliste à Wimbledon par hasard, puis tu ne gagnes pas des titres sur le circuit de la WTA par hasard non plus. Mais il reste que c'est déjà Bianca, elle a des résultats qui sont beaucoup plus probants. C'est la wild card, moi, là-dedans. Je suis d'accord avec toi, honnêtement, pour ton analyse au final, que pour Swiatek, c'est beaucoup trop tôt. Quoique, tu sais, je veux dire, c'est peut-être l'avènement de quelque chose de grand. Tu sais, je veux dire, Nadal, quand il a gagné son premier Roland-Garros, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui aurait parié qu'il en gagnerait 13 par la suite et qu'il gagnerait 98% littéralement de ses matchs à Roland-Garros. Je veux dire, il n'a perdu que 2 fois dans toute sa carrière là, à Roland-Garros. Alors, on verra. On verra pour Swiatek. Et Bianca, ben, c'est peut-être la wildcard parce que si elle est en santé, elle peut battre n'importe qui sur le terrain. Mais je suis d'accord avec toi que les deux qui ont accompli le plus. Et c'est les filles sur lesquelles on a le plus de données. Et ce qui est rassurant dans le cas de Kenin, c'est que elle a gagné en Australie, et là, tu peux te dire, bon, est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que c'est pas un feu de paille? Est-ce que c'est une victoire qui sera un grand coup d'éclat et ce sera terminé, mais après ça, quelques mois plus tard, tu atteins la finale à Roland-Garros. Alors, je pense que ça confirme d'une certaine manière sa place sur l'échiquier du tennis mondial féminin. Oui, puis tu sais, son année, elle, à Kenin, c'était ça 2020, parce qu'elle a commencé la saison en trompe en gagnant en Australie. Donc là, on se dit, OK, là, il y a peut-être une nouvelle joueuse dans l'équation. Puis là, bon, on a tous vu qu'est-ce qui est arrivé. Ça a un peu cassé le rythme de Kenin. Donc, dans une année complète, en 2021, j'ai hâte de voir la confrontation de Bianca en santé, Kenin qui va défendre son titre en Australie et Osaka qui, au dire de plusieurs, est la future Serena Williams. Ça fait que tu mets ces 3 filles-là dans l'équation, ça va être une superbe année parce que jamais on a pu voir les 3 jusqu'à maintenant dans leur prime, là, disons, en même temps. Et pour ajouter à ton argument, tu sais, ce qui est intéressant cette année, regarde les prize money. Kenin, elle a remporté plus d'argent que Osaka. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, non, pour vrai, Kenin, je pense que la leçon à tirer de tout ça, c'est de ne pas l'écarter puis de ne pas la rabaisser, même si elle est moins peut-être connue, si elle a moins de visibilité, peut-être qu'elle est moins de tête d'affiche. Mais c'est pas une moins bonne joueuse pour autant. Puis elle a beaucoup de caractère, puis je l'aime beaucoup, Madame Kenin. Madame Ça se pourrait. Et ben, peut-être que dans 10 ans, on sortira cet extrait-là. Cet extrait-là. Cet extrait-là, s'il y en a un entre nous deux, c'est moi. Mais on sortira cet extrait-là dans 10 ans pour se dire on avait prévu la rivalité entre Kenin et Osaka. Puis d'autant plus, j'ai appris aujourd'hui en faisant mes recherches sur Kenin que c'est son père qui est son entraîneur, Alexander, puis qu'elle est originaire de Russie. C'est une Russe à l'origine, mais elle a déménagé lorsqu'elle était très jeune aux États-Unis. Mais j'ignorais que son père qui l'entraînait, Kenin. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui... Puis elle, Kenin, c'est une fille qui a appris l'école à la maison. C'est une autodidacte. Ses parents, ils ont tout montré. Elle a vraiment grandi. Elle, dès son plus jeune âge, c'était clair pour elle puis ses parents qu'elle allait devenir joueuse de tennis professionnelle. Puis j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs et joueuses-là qui ont cette espèce d'avenir déjà tracé d'avance puis qui livrent la marchandise. Puis tu sais, de ce que je lisais sur elle, ça n'a jamais été un environnement anxiogène où ses parents la forçaient à faire ce qu'elle voulait. Puis vraiment, elle a toujours aimé ça jouer au tennis. Puis ses parents ont embarqué dans son trip. Puis regarde encore aujourd'hui, c'est ses parents qui sont comme en arrière-scène, là, qui tirent les ficelles puis qui l'entraînent. Fait que j'ai beaucoup de respect pour ça, qui réussissent à rester eux-mêmes dans tous ces succès-là. T'sais.
Avant de rebondir sur ce que tu viens de dire, je vais inviter les gens à peut-être vérifier le podcast autour de 48 minutes 50, 45 secondes pour voir la face que je fais quand je me brûle avec du café. Ça vaut peut-être... T'étais focus, t'étais sur la tâche, mon gars. Tu iras voir la face que je fais, que j'ai encore la langue qui brûle. Et pour répondre à ta question, pour répondre à ce que tu disais, pour rebondir finalement à ce que tu disais, tu sais, Leila Fernandez, c'est aussi le cas. Hein? C'est vrai. Elle est entraînée par sa famille. Tu sais, il y en a des histoires de succès comme ça. On l'a vu avec Sharapova, on l'a vu avec Williams. Tu sais, alors, des fois, tu sais, enfin, c'est assez bon puis c'est assez mauvais. C'est ce que j'allais dire, c'est pas toujours joyeux. Tu sais, il y a Denis aussi, je pense que c'est sa mère qui l'entraînait. Bon, ça a été heureux dans son cas, mais il y a plusieurs histoires de filles qui, à 22, 23 ans, ou même avant, à 16, 17 ans, qui ont cassé à cause de la pression des parents et qui se disaient, moi, je vais faire d'autres choses. Depuis que j'ai 4-5 ans, que j'ai une raquette de tennis dans les mains, que je m'entraîne 3 heures par jour, je vais faire autre chose, puis je veux être maître de mon destin. Tu sais. Puis, heureusement, dans les cas qu'on vient de nommer, ça a été avec des fins heureuses. Nico, les semaines prochaines, on va essayer d'avoir des invités parce que, bon, on va tomber dans une période un peu plus morte, là. On va surveiller Saint-Pétersbourg parce que, bon, il y a encore Shapovalov et Milos Raonic qui sont en action. On va sûrement débriefer ce tournoi-là la semaine prochaine. On va essayer d'avoir des invités pour débattre. Hugues va venir aussi nous parler probablement de tennis local. J'ai parlé à des anciens joueurs et on a fait des demandes pour des très gros noms. Et je vais te dire, incluant Eugénie Bouchard, on a fait une demande pour l'avoir au podcast. On attend des nouvelles de ce côté-là. Je pense qu'on va l'avoir. C'est plus une question de temps. Plus une question de quand qu'une question de si ça va arriver ou pas. Tant que notre réseau c'est dans Pittsburgh, c'est correct. le côté gossip du Nicolas. Notre podcast est disponible sur le YouTube de Tennis Canada, sur Spotify, sur Balado Québec, et est également disponible sur le site de la Coupe Rogers. C'est sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers. Nicolas, Richard, merci beaucoup pour cet épisode. Encore une fois, tes recherches multiples nous ont instruits de façon phénoménale. Et comme c'est l'habitude, je me suis rendu compte la semaine passée que j'ai oublié de te lancer ton mot de la fin. Alors, Nicolas. C'est un gros épisode. Je souhaite seulement un bon tennis à toi, Alex, et à tous les auditeurs. Mettez une petite laine, un petit foulard peut-être, petite mitaine, parce que ça s'en vient un peu frisqué ici. Mais sinon, profitez d'un des plus beaux sports au monde. Voilà. Bye, Nico.